Bonjour les amis, je pense que comme la plupart d'entre vous, je me suis posé une question. Comment ça se fait que les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont eu leur indépendance pendant les années 60 ne sont toujours pas émergents, tandis que les pays comme Dubaï ou les autres pays du Golfe qui ont eu leur indépendance dans les années 70 sont émergents. Dans mes recherches, je suis tombé sur ce livre. Mon histoire du cheikh de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rachid El Maktoum. J'ai été subjugué. Si vous connaissez un dirigeant africain, peu importe le pays, parce qu'aujourd'hui l'Afrique c'est toujours le tiers-monde, essayez de leur recommander ce livre pour pouvoir régler les problématiques sur l'Afrique. Parce que la plupart des dirigeants africains n'ont pas de vision. Et ça, c'est vraiment triste. Donc, j'ai noté 5 points. Je vais vous laisser quelques images, des interviews pour voir la vision. Et on revient juste après. Que voulez-vous que cet endroit devienne? Je veux qu'il soit numéro 1, pas juste dans la région, mais dans le monde. Que voulez-vous dire par numéro 1 dans le monde? Dans tout. L'enseignement supérieur, la santé, le logement. Simplement offrir à mon peuple le plus haut niveau de vie. Pourquoi voulez-vous que tout soit le plus grand, le plus haut? Si, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous pouvez l'avoir à New York, pourquoi ne pourrions-nous pas l'avoir ici? Pourquoi êtes-vous si pressé? La plupart des gens essaieraient de faire tout cela en une vie, pas en 5 ans. Je veux que mon peuple vive une meilleure vie maintenant, qu'ils aillent au lycée maintenant, qu'ils aient accès à de bons soins de santé maintenant, pas dans 20 ans. Et si les gens sont mécontents, comment le savez-vous? Comment vous disent-ils qu'ils sont mécontents? Ils me le diront. Ils me le disent. Vous savez, par exemple, ce téléphone, depuis 10 ans jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas changé. Et tout le monde le sait. Tout le pays connaît mon numéro. Les gens ordinaires, les Émiratis connaissent votre numéro de téléphone et vous appellent. Oui, j'ai 2 numéros. L'un est privé et l'autre est pour le public. Et ils savent que celui-ci est public. Alors, vous avez vu la vision. Le monsieur veut tout maintenant et pas demain. C'est ce genre de dirigeant que l'Afrique mérite. Je vais vous donner les 5 points qui ont fait que je sois subjugué par ce livre. Et je pense qu'après ces 5 points, vous allez aussi me donner vos points de vue dans les commentaires. Ne venez pas me dire que oui, c'est pas le même système, oui. Non. Dubaï a été colonisé par le Royaume-Uni et le Royaume-Uni a aussi colonisé beaucoup de pays en Afrique. Comment est-ce que ces pays, malgré leurs ressources naturelles, n'ont pas le niveau économique de ce pays? Bref, je pense qu'il faut prendre exemple. Premier point. Vision de développement économique audacieuse. Dans ce livre, le cheikh Mohammed retrace sa stratégie de diversification économique, amorcée par son grand-père, poursuivi par son père, visant à libérer Dubaï de sa dépendance du pétrole. Il évoque des initiatives telles que la création des zones franches, développement de ports, de Jebel Ali et le lancement de la compagnie aérienne Emirates, qui ont transformé Dubaï en un centre économique mondial. Vous pouvez constater que dans ces pays, les autochtones sont à peu près tous millionnaires, bénéficient des ressources du pays. Tu verras jamais un Qatari travailler, se faire exploiter dans son pays comme certains autochtones des pays africains qui se font exploiter par des étrangers comme les Libanais, les Chinois ou même des Occidentaux. Beaucoup de dirigeants africains ont des visions sur le développement ou des plans comme Vision 2030, 2050, mais leur mise en œuvre souffre souvent de discontinuité politique, de dépendance aux ressources naturelles ou d'un manque de vision stable et transgénérationnelle. Je vais vous donner un exemple. Dans le livre, le cheikh a parlé de Kadhafi, qui voulait faire de son pays, la Libye, le Dubaï en Afrique. Il est venu lui-même sur le terrain. Il a constaté que les Libyens avaient un problème d'eau potable, qu'ils n'avaient pas de route et qu'ils n'étaient pas heureux. Et que la plupart des personnes qui travaillaient pour Kadhafi lui donnaient les mauvaises informations par rapport à sa population. Tandis que lui, le cheikh Mohammed bin Rachid, a un numéro de téléphone, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, pour que sa population puisse lui rendre des comptes. Donc il y a une différence entre les dirigeants qui sont connectés avec le peuple
et les dirigeants qui mettent des intermédiaires pour pouvoir être au courant de ce qui se passe avec la population. Deuxième point, la transmission d'une philosophie de leadership, l'un des points les plus importants pour moi. Dans ce livre, encore une fois, le Cher distille des leçons de leadership basées sur son expérience, celle de son père et celle de son grand-père, en mettant en avant les qualités telles que la détermination, la vision à long terme et le service au peuple. Il s'adresse particulièrement aux jeunes générations, les encourageant à poursuivre l'édification de la nation avec courage et intégrité. Je vais vous donner un exemple dans le livre. La principale qualité d'un bon gouvernant est de s'entourer des individus forts, possédant des compétences en leadership. Qu'un bon chef doit être toujours à l'affût des personnes avec de telles qualités et que s'il ne les trouve pas, sa responsabilité consiste à les créer. Il convient de développer chez ces individus des aptitudes de leadership essentielles en les responsabilisant. Nous nous devons de les encourager à prendre des initiatives en leur faisant confiance. Tandis qu'en Afrique subsaharienne, on crée des voleurs, des atalakou. Le pouvoir est trop souvent personnalisé et centralisé. La relève générationnelle est lente. L'espace laissé aux jeunes leaders est limité. Bien que les mouvements citoyens commencent à changer, assez dynamique dans certains pays, mais dans l'ensemble, c'est un peu bancal. Troisième point, une gouvernance fondée sur l'efficacité, la transparence et l'impact. Encore une fois, le cher Mohamed développe dans son livre une vision de la gouvernance basée sur la culture du résultat, qu'il oppose à la bureaucratie classique. Il considère que l'État doit être géré comme une entreprise performante, où chaque ministère, chaque responsable, chaque projet doit produire un impact concret et mesurable sur la vie des citoyens. Il insiste sur l'importance de fixer des cibles précises pour chaque secteur avec des indicateurs de performance visibles et accessibles au public. Des mécanismes de suivi sont mis en place et les ministres ou directeurs d'agences publiques sont évalués non par leur intention, mais sur les résultats. Il promeut aussi une administration où les citoyens peuvent connaître les performances des institutions et exiger des comptes en cas d'échec. Le cher Mohamed rejette aussi l'idée que les projets publics doivent prendre des années. Il privilégie la rapidité d'action en gardant toujours la qualité. Comme vous avez pu voir dans la vidéo lorsqu'il dit « Pourquoi dans 20 ans, mais maintenant ?» En comparaison avec de nombreux États de l'Afrique subsaharienne, l'administration souffre encore de la bureaucratie lourde, du tribalisme, de la xénophobie, des guerres des clans, de clientélisme et de la corruption. Quatrième point, la politique comme outil au service du développement, pas comme une lutte de pouvoir. Encore une fois dans ce livre, le cher Mohamed insiste sur la politique doit être un moyen d'organiser l'efficacité du pays et non une fin en soi. Il rejette la politisation excessive, les luttes de partis et les promesses sans action. Pour lui, la politique doit produire des résultats tangibles pour les citoyens, infrastructures, éducation, services publics. Vous voyez, tout ça c'est très important pour moi. Pour ça que j'ai pu relever ces points, comparant avec nos pays. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Pendant que nous, nos pays, les gens sont nommés par rapport à leur nom ou par rapport à leur clan, dans ce genre de pays, les gens sont nommés par rapport à leurs compétences et par rapport à leurs résultats. Ils restent au pouvoir. Tandis que dans nos pays, en Afrique subsaharienne, les gens, malgré leur échec, ils sont toujours au même poste. Et vous pouvez remarquer aussi, ils accumulent des postes dans différents secteurs. Bref, pour finir, cinquième point. Statut social et avantages. Pour moi, le plus important. Là, je vais vous parler de la population. Au début, je vous ai dit qu'ils étaient la plupart millionnaires, mais j'ai pas donné plus de précision. Les Émirats jouissent d'un État-providence généreux, incluant logement subventionné ou gratuit,
Éducation et soins de santé gratuits. 2. L'aide financière au mariage et prêts sans intérêt. 3. Emplois réservés dans leur secteur public. 4. Vous voyez la différence? La plupart de nos pays ont eu des ressources comme le pétrole, mais qui n'a jamais profité à la population. Mais il y a des dirigeants qui font tout pour consacrer leur vie à leur population. Et ça, c'est un problème de vision. Et ces gens-là peuvent diriger le pays pendant plusieurs siècles. Rien ne changera parce que ce sont des bonnes personnes. Vous allez me parler aussi des scandales, tout ce que vous voulez, mais on s'en fout. Nous, ce qui compte pour nous, c'est que nos pays se développent. La vie privée des gens, avec leurs femmes, leurs gosses, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous concerne, c'est le rendu. Concernant l'intégration dans le secteur privé. Face à la prédominance des expatriés dans le secteur privé, le gouvernement a renforcé la politique d'émiratisation. En 2025, les entreprises 20 à 49 employés sont tenus d'embaucher au moins 2 Émiratis, avec un accent particulier sur les secteurs de la technologie, de la santé et de la finance. Et pour terminer, je vais parler de la cohésion communautaire. Le gouvernement a désigné en 2025 comme l'année communautaire, mettant l'accent sur les performances des liens sociaux, de la préservation du patrimoine culturel. Pendant que dans les pays de l'Afrique subsaharienne, la plupart des terres sont vendues, la plupart des commerces sont tenus par des étrangers, mais là, dans ce genre de pays où tout se développe, tout est détenu par les autochtones. Donc je ne sais pas pour vous, j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails pour stigmatiser certains pays africains ou encore certains dirigeants, pour ne pas citer des noms, parce que je ne parle pas dans mes vidéos des présidents en fonction. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, les présidents ou encore les dirigeants africains ont une vision? On a vu des dirigeants comme Lumumba, Thomas Sankara, qui ont voulu faire des choses, mais ils se sont fait éliminer. Mais cela ne nous empêche pas de soutenir des braves comme Assimi Goïta, comme Tiani ou encore Ibrahim Traoré. Pour moi, toutes les personnes qui stigmatisent, qui méprisent ces gens, ce sont des traîtres. Voilà. Et tous ces traîtres sont à bannir. Donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que l'Afrique subsaharienne doit faire pour que nos pays deviennent émergents, au lieu toujours d'être dans des illusions, dans des rêves sans fin. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos pays se développent? Voilà. On va pas trop comparer, mais prenons exemple. Des fois, la comparaison, c'est la compétition. Et la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne ne sont pas compétitifs. C'est pour ça que nous faisons ce genre de contenu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Mais je vous conseille de lire ce livre si vous êtes africain ou pas. Hein. C'est vraiment une leçon. Et je pense que j'aurais pu faire mieux avec les points que j'ai pu souligner. Mais malheureusement, je dois faire une vidéo courte pour ne pas trop vous prendre de temps. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, vous abonner, surtout partager. Vous pouvez aussi voir d'autres vidéos sur la chaîne. De temps en temps, j'essaie d'envoyer des vidéos. Et merci beaucoup. Le seul soutien que je peux vous demander, c'est surtout de partager et surtout de mettre des commentaires pour l'algorithme. On n'est pas ici pour vous demander de l'argent ou des soutiens financiers. On n'est pas là pour ça. Donc merci beaucoup. Ciao. Africa.